Le président Kagame ne s'était pas rendu à Luanda parce qu'il n'avait pas d'accord à signer. Il y avait un blocage sur la question de la AFC M23. Donc vous pensez que vous négociez avec eux pour qu'ils partent en échange de rien? Le fait que les Congolais ne veulent pas parler avec l'AFC M23, en quoi cela concerne le Rwandais pour... Alors, bonjour mesdames et messieurs. Déjà, comme d'habitude, on va rattraper l'actualité de ces derniers jours plus tard. Et on s'était arrêté la semaine dernière en disant qu'il y avait de l'actualité autour du Congo qu'on devait regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'était cette interview de l'ex-ministre du Rwanda. Et donc, notre première vidéo va être consacrée à ça. L'interview du ministre rwandais dans le JT, dans le JT de France 24. Regardez cette interview, elle m'a laissé une impression bizarre. Je ne sais pas si vous aurez la même impression que moi, mais on va commenter. Et donc c'est parti, première vidéo. L'interview du ministre des Affaires étrangères rwandais, RDC Congo, le Rwanda, quid de l'avant-projet d'accord de paix. C'est parti. Ce soir, nous recevons Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. La question du processus de paix engagé avec la République démocratique du Congo est au cœur de l'actualité. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Je le disais tout à l'heure, un avant-projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda devait être présenté le 2 mai à Washington. Il est toujours en discussion. Qu'en est-il? Y a-t-il des blocages? Non, il n'y a pas de blocage. Nous avons signé le 25 avril une déclaration de principe et le 2 mai, les deux parties donc étaient appelées à présenter donc leur contribution sur cet avant-projet qui va être maintenant discuté par les experts. Et lors de la troisième semaine du mois de mai, les ministres vont se rencontrer, les ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer encore une fois à Washington pour finaliser ce projet d'accord qui sera signé à la Maison-Blanche le mois prochain. Donc fin mai, nous aurons probablement un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce qui me fait bizarre, c'est que quand on parle de cet accord, souvenez-vous des différents accords qu'on a dans l'actualité. Souvent, on attend des précisions sur ce qui pourrait être dans l'accord. Ici, nous avons un accord dont les contours ne sont jamais discutés, ni par la RDC, ni par le Rwanda. Nous savons que les Américains sont là pour les intérêts des minerais. Et ils ont déjà venu, ils ont dit que leur projet, c'est d'investir au Congo pour les minerais et que pour ça, ils nécessitent la paix. Mais maintenant, là où on devait signer avec les Américains, on a des Rwandais qui sont venus rentrer dans l'affaire entre les Congolais et les États-Unis. Et maintenant, c'est un projet d'accord entre les Rwandais et RDC, non pas pour faire la paix, mais pour faire une intégration économique. Je vous avais déjà fait ma vidéo où vous attendiez Nicolas Sarkozy dire ça à peu près en 2008. À l'époque, il disait qu'il fallait prendre en compte la géographie et le partage des richesses du Congo avec ses voisins. Je vous ai montré l'Américain qui disait que voilà, on ne pouvait plus faire un accord où la RDC allait être seul détenteur et bénéficiaire de ces minerais parce que la zone, le Kivu, qui contenait la plupart de ces minerais, était déjà sous souveraineté ou partage de souveraineté rwandaise. Et donc, le projet, le président ne pouvait pas déclarer la guerre, alors qu'il avait dit qu'il allait déclarer la guerre si la situation était même pas celle qu'elle est devenue maintenant. Puisque les Rwandais ont réussi concrètement, dans les faits, à imposer ce que Nicolas Sarkozy avait commencé à ébaucher et ce que l'Américain avait dit. Et ils ont pris leurs proxys qui ont pris le contrôle de quasiment tout le Kivu. Et donc dans les faits, même si il y a des Congolais stupides qui me disent « Oui, mais c'est de la manipulation, tu reprends des choses anciennes. » Je leur ai dit non. Ce qui compte, ce n'est pas la date de ces vidéos, ce qui compte, c'est la pertinence de ces vidéos. Dans ces vidéos, à l'époque, on vous parlait de quelque chose qui se murmurait, qui n'était pas assumé, vous faisiez la grosse bouche. Mais maintenant,
Ce qu'il disait, il n'en parle même plus, parce que maintenant, c'est les faits. Les faits sont que les proxys du Rwanda reconnus par toute la communauté internationale sont au contrôle de quasiment la totalité de Kivu. Et vous êtes en train de négocier avec eux pour qu'ils partent. Donc, vous pensez que vous négociez avec eux pour qu'ils partent en échange de rien? Quand tu dis ça, on préfère que tu ne dises pas ça. On veut que tu dises, oui, tu soutiens le fait qu'on va ramener la paix, mais la paix à quel prix? Est-ce que c'est la paix que tu gagnes ou c'est la paix que tu achètes? Si c'est la paix que tu achètes, est-ce que c'est une paix ou c'est une tribu? Et regardez ici, le projet d'accord, il en parle comme si ce n'est pas de faire la paix, comme vous attendez, on parle en Ukraine des conditions de cesser le feu ou de quoi que ce soit. Non, ici, les gens restent très très flous. Particulièrement les deux pays restent très très flous sur ce qu'il y a ou sur ce qu'il y aura dans cet accord. Et nous savons déjà que dans l'accord de principe, il est prévu que ce départ des Rwandais ou la paix avec les Rwandais ne se fasse pas sans qu'ils aient gain de quelque chose, vu comment c'est écrit. C'est notre souhait bien sûr. Mais une négociation est toujours une négociation. Il faut que les deux parties tombent d'accord, mais nous espérons mettre d'accord sur un projet d'accord qui sera donc soumis au chef d'État. Alors, comment expliquer que l'initiative du Qatar et des États-Unis a tout de suite eu l'écho des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Votre président ne s'était pas rendu d'ailleurs à Luanda. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces deux processus, celui de Doha et celui de Washington? Le président Kagame ne s'était pas rendu à Luanda parce qu'il n'avait pas d'accord à signer. Il y avait un blocage sur la question de l'AFC M23. Le gouvernement congolais avait catégoriquement refusé de dialoguer avec ce mouvement. Maintenant, il y a eu une évolution de la part de Kinshasa. Vous écoutez les petites choses qui en disent long. Les Rwandais ont refusé les précédentes négociations avec les Congolais parce que les Congolais ne voulaient pas parler avec les M23 et l'AFC. Si les Rwandais se disent qu'eux, ils n'ont rien à voir avec le M23 et l'AFC, le fait que les Congolais ne veulent pas parler avec l'AFC et les M23, en quoi cela concerne les Rwandais pour régler leurs problèmes avec le Congo? Et c'est là que vous êtes en train de vous rendre compte que tout est lié et que la participation de ces gens-là dans ce processus d'accord de paix est en train de mettre à jour leur discours. Que c'est eux qui sont derrière l'AFC et le M23. Comme on va finir de l'attendre. Et surtout, regardez bien, plus nous allons dans les explications qu'ils donnent, plus moi j'ai un sentiment bizarre. Et donc, pour parler à Doha, ont commencé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et puis, il y a aussi un autre volet à Doha, qui est un volet bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et donc, tout cela donne un espoir pour une paix définitive dans la région. Donc, c'est peut-être l'approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus volontariste qui a amené à ce processus qui nous lie avec les États-Unis, mais aussi Qatar, mais aussi la région, l'EAC et la SADC. Alors justement, les initiatives de paix venant du... Vous êtes dans un conflit entre un État souverain qui se dit agressé par un autre par l'intermédiaire de ses proxys. Et pour régler la situation d'une agression par l'intermédiaire d'un proxy du voisin, écoutez tous ceux qui viennent participer au règlement de ce conflit. L'EAC, les États-Unis, et je ne sais pas qui, et je ne sais pas quoi. Est-ce normal? Et quand on voit le nombre de personnes qui doivent venir au secours des Congolais pour venir soi-disant régler un conflit interne, est-ce que peut-on, comme beaucoup s'acclament à le faire, acclamer un gouvernement qui travaille comme ça? Donc pour régler votre problème interne, vous êtes obligé quasiment de faire appel au monde entier. Vous faites appel à quasiment le chef de tout ce conflit chez vous, les États-Unis. Vous faites appel au proxy des États-Unis. Vous faites appel au proxy des États-Unis. Vous faites appel à l'Union africaine qui elle-même est pilotée par les Occidentaux. Vous faites appel au Qatar qui elle-même a plus d'intérêt chez le voisin qui est le proxy des Américains chez vous. Est-ce normal? Donc,
vous allez chercher appui chez toutes les personnes qui sont avec les Rwandais, plutôt que d'aller chercher une personne qui vous donne un peu plus d'indépendance, un peu plus d'autonomie, un peu plus de force dans la négociation. Continents africains ont été peu fructueuses. Le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé, s'était d'ailleurs rendu à Kigali. Quel rôle peut-il jouer aujourd'hui dans ce processus? Est-ce que l'Afrique a toujours sa place? Est-ce que ce rôle joué par le continent africain est toujours présent à côté de celui de Doha et de Washington? Oui, l'Afrique doit jouer un rôle central. Il y a ce processus conjoint de l'EAC et de la SADC et le médiateur président Faure Gnassingbé du Togo qui a été nommé, qui a commencé son travail. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que la semaine passée, il y a eu une réunion consultative élargie à Doha, qui incluait aussi le représentant du Togo. Et donc, nous estimons qu'avec tous ces pays et organisations qui ont joué un rôle dans la médiation et qui seront d'ailleurs invités à Washington, à la Maison-Blanche pour la signature de l'accord, nous allons peut-être nous acheminer vers une paix durable et une paix définitive à l'est de la RDC, pourvu bien sûr. Et regardez bien ici, la seule personne qui a militairement payé pour que le Congo défende sa souveraineté, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, elle est quoi? Elle est dans les BRICS. Donc l'Afrique du Sud, elle est pour une alternative, pour un changement des choses, comment ça se passe au niveau international. Et ici, vous attendez personne parler de l'Afrique du Sud. On vous parle des Togo et de je sais pas qui et de je sais pas ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que l'Angola aussi a soutenu militairement le Congo et a perdu des soldats. Mais moi, ce que je sais, c'est que depuis que je m'intéresse un peu plus à ce conflit, depuis que Goma a failli être pris, ce que je sais, c'est que ceux qui ont militairement mis skin in the game, qui ont mis leur peau en jeu, ce sont les gens de l'Afrique du Sud. Tous les autres là, ils viennent bavasser, mais ils font pas grand-chose sur le terrain. Je peux me tromper. Mais c'est tous ces gens-là dont on a rassemblé sur la table. La seule personne qui a vraiment voulu contribuer à l'intégrité, à la sauvegarde de l'intégrité du Congo, elle, par contre, ne fait pas partie des négociations. Trouvez pas ça bizarre? Bien sûr qu'il y ait de la volonté politique et de la bonne foi de la part de toutes les parties. Alors, les deux processus de Doha et de Washington sont-ils liés? Oui, certainement. Ce sont des processus complémentaires. Il y a Doha et Washington, mais aussi il y a le processus africain de l'EAC et de la SADC. Donc, les trois processus seront liés, seront complémentaires. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui donne l'espoir que toutes les questions seront examinées, surtout les questions principales qui sont des questions sécuritaires, surtout la question des FDLR qui menacent bien sûr la sécurité de notre pays. Que va-t-il advenir de l'Est? Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, FDLR, c'est quoi? Fonds de libération du Rwanda ou quelque chose comme ça, je ne sais pas c'est quoi. À quel moment on nous a rapporté des exactions des FDLR au niveau international? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais à quel moment on nous en a rapporté par rapport à tout ce qu'on a vu ici sur le Congo? Sur le Congo, il y a des villes qui tombent. Dites-moi, c'est quand la dernière fois qu'une ville rwandaise est tombée aux mains des FDLR pour que ça justifie qu'on fasse tant de choses pour soi-disant assurer la sécurité du Rwanda par rapport au FDLR. Donc ça fait 30 ans que le Congo est en insécurité. Pour un groupe armé, internationalement, on a du mal à identifier même quelles sont leurs opérations. De la République démocratique du Congo, aujourd'hui entre les mains du M23 si ce processus aboutit? Il y a une assemblée pour parler à Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple l'initiative des religieux de la Synco. Donc toutes ces initiatives sont importantes pour que les Congolais discutent entre eux pour une solution à la crise qui continue depuis, je dirais même, l'indépendance.
Alors le Rwanda est... Regardez-moi le culot. Il a dit à la crise qui continue depuis même l'indépendance. Regardez-moi le culot. C'est insultant rien que la phrase là qui vient de dire. Son pays n'a pas été maté par Mobutu, lui. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a un moment où ils avaient fait le malin et Mobutu avait quasiment conquis ce pays-là. Mais aujourd'hui, il nous dit que nous avons une crise chez nous depuis l'indépendance. Donc il fait penser que le Congo est juste un pays comme ça, désorganisé, ils ne s'attendent pas entre eux, c'est le chaos là-bas. Et ce chaos-là nous menace, nous. Donc c'est pour cela, nous, on fait ce qu'on a à faire chez eux. Et avec la bénédiction de leurs parents qu'on est allé chercher pour parrainer notre sécurité. Mais ce parrain est venu nous dire que lui, pour qu'il garantisse notre sécurité, il ne va pas nous donner ce que comme Ibrahim Traoré est parti chercher en Russie, donc on va commenter après. Non, eux, ils vont nous donner leurs entreprises pour prendre nos biens, les exporter là-bas en partageant un peu avec eux pour que nous, on soit en sécurité. Et c'est ça que on est en train de vous dire que ça va garantir la paix. Oui, ça va garantir la paix au profit de qui? Et il y a beaucoup d'Africains, tellement ils n'ont pas d'ambition, ils disent que non, ouais, c'est mieux ça. On a tellement souffert que c'est mieux qu'on perde le moyen de bien vivre dans le futur et de dormir dans je ne sais quelles conditions, plutôt que de vouloir une bonne fois pour toutes régler ce problème et avoir notre souveraineté. On n'a jamais eu les capacités, les conditions de pouvoir se battre. Donc au lieu d'aller chercher quelqu'un qui nous redonne notre dignité de regagner notre pays, non, c'est mieux de se soumettre aux gens pour vivre comme des soumis. Et c'est ça la paix qu'on va vous garantir aux Congolais. Et pendant ce temps-là, ceux qui profitent de cette mauvaise gestion du pays vont continuer à s'enrichir tranquillement. Et là, ils s'enrichiront encore plus, d'autant plus qu'ils vous diront que maintenant, vous n'avez plus de conflit à l'Est. Et donc, nous, on a fait notre travail. Venez pas nous prendre la tête de manger encore plus d'argent. Et Washington sont en premier stade de discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord? Bon, là, ça ne nous concerne plus. Ça commence à parler des migrants américains qui seraient transférés au Rwanda. Et donc là, je ne vois plus l'intérêt de poursuivre ça. Mais je voulais revenir sur cette interview parce qu'il est très parlant. Il est très parlant parce qu'il montre la puissance de la République du Congo à pouvoir gérer son pays. Mais il y a des Congolais qui se réjouissent de pouvoir vendre en partie leur souveraineté économique en pensant que ça va aller mieux dans le futur. Et ça, c'est une honte. Je ne sais pas comment l'appeler d'autre. Appelez-le comme vous voulez, mais moi, c'est une honte. Quelqu'un qui gouverne le pays, qui vous dit que je vous ramènerai la paix en échange de nos minerais, je ne vois pas en quoi il a bien fait son travail. Ce qu'il aurait dû faire, c'est vous garantir la paix et la prospérité économique. Là, il vous garantit une tranquillité sans prospérité économique. Plutôt que de mourir de la guerre, vous allez mourir de pauvreté. C'est en gros ce qu'il est en train de vous vendre. Et donc, c'est fini pour cette séquence par rapport au Congo. Nous allons passer à autre chose.